Bonsoir et bienvenue dans Alter Ego. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Dierman Adedzer. Bonsoir Dierman. Bonsoir. Bienvenue dans Alter Ego. Nous avons 26 minutes pour parler de l'enseignante, de la Bastiaise, de la Boudzinka, de la militante, et voilà, en nous arrêtant de temps en temps sur des étapes de votre vie. Bien. Je vais vous proposer quelques séquences, quelques images. Donc si vous êtes prête, on y va. Nous y allons. Allez, c'est parti. Andem. Sermano ha fatto festa a Sant'Agostino, sto esco che ha accampato 15 secoli fa e oggi è un padrone del paese. Per questa occasione a messa gli è stata cantata di una maniera bellissima che ha fatto il rimai cori. Stonde scherzi di una cultura antica che se ne va piano piano, ma firmata io, qui non ozio. Voilà, Dierman, là, vous vous sentez en famille tout de suite? Qui sono Baez, c'est la fête patronale, Winto Taost, ou Sant'Agostino, c'est le grand moment de la vie sermanach, parce que voilà, c'était l'antique fête, et que le matin il y a un pèlerinage à la chapelle, et puis c'est la convivialité par excellence de l'été, donc c'est très émouvant, et d'autant plus émouvant qu'on revoit des visages qui ont disparu. Alors c'est votre village, c'est le berceau familial, qu'est-ce que ça représente? Non, c'est mon village maternel, c'est pas mon village maternel, ma ville paternelle est Bastia, donc c'est 50% de mon être, et c'est le village de mon enfance parce que je suis née à l'entrée de la guerre de 39-45, et donc mon père était mobilisé et j'ai passé ma toute première enfance, mais les 5 premières années de ma vie à Sermane, donc les années déterminantes et décisives. Donc je suis certainement la plus sermanache des trois. Voilà, sur mes deux frères, c'est moi qui suis la plus sermanache, la plus boudzinka. Donc vraiment pour moi c'est une grande émotion. C'est ma grand-mère maternelle, c'est la vie comme elle existait encore autrefois, je dirais, parce que d'autant plus que pendant la guerre, la vie agricole ancienne a connu un regain de vitalité. Il a fallu planter à nouveau du blé, et donc j'ai connu les derniers moments de cette vie ancienne avec Adribiera, toutes les activités rurales, la cueillette des olives et le pressage de l'huile. Donc c'était une grande partie de moi-même, Sermano, évidemment. Ce sont vos racines. Et puis il y a eu 15 ans d'exil à Clermont-Ferrand. Comment vous les avez vécus? Oui, les 15 ans d'exil à Clermont-Ferrand, c'est pas l'âge de 5 ans. Alors, non, après, entre Sermano et Clermont-Ferrand, il y a eu Bastia. Donc en 45, la guerre est terminée et je rejoins ma ville paternelle, où je vais en classe, voilà, jusqu'à l'âge de 18-20 ans. Et voilà, je me marie et nous partons, voilà, mon mari était professeur de médecine à Clermont-Ferrand, et ça a été 15 ans d'exil. D'exil, hein, vous l'avez vécu comme ça. Ah vraiment. Oui, ça a été 15 ans d'exil, dans une ville certes magnifique, et une Auvergne superbe, basaltique et architecturalement, et puis également les puits, le puits de Dôme et toute la chaîne des puits, quelque chose de formidable, mais un froid de canard, et le basalte, la pierre noire, la lave de Volvic, la lave noire qui constitue les édifices. Donc ça a été, voilà, alors
j'exagère, allez quand même, je vais pas faire pleurer dans la chaumière. Ça a été 15 ans de froid, mais ça a été aussi 15 ans. J'ai fait mes études d'italien à Clermont-Ferrand et ça à Clermont, parce que Clermont-Ferrand c'est le nom officiel, mais voilà, l'université c'est Clermont, la ville ancienne c'est Clermont. Et ça a été vraiment plusieurs années de bonheur parce que voilà, il y avait une équipe pédagogique extraordinaire, un maître extraordinaire qui est décédé, qui était André Bouissy et qui vraiment nous a fait découvrir la littérature, mais également la psychanalyse, parce qu'il y avait des romans psychanalytiques au programme. Ça a été des moments vraiment de bonheur et d'élévation de l'esprit. Et cet intérêt pour les langues qui s'est développé aussi à ce moment-là. C'est-à-dire pour les langues, je pense que là aussi, il est plus ancien, puisque je me souviens que mon père me faisait lire, toute petite, j'avais je crois 7 ou 8 ans, je lisais Pêche en Guille, donc la composante corsité, corsitude, et ensuite effectivement le goût pour les langues, et surtout l'italien, voilà, tout ça, et ça a été un mélange et une rencontre entre voilà, mon être de départ et puis mon être des études d'italien. C'était fabuleux. Allez, on passe à la deuxième séquence. Nous sommes dans l'une de ces écoles d'Iwan, à Cléder, près de Saint-Paul-de-Léon, dans le Finistère. Réparties à travers la Bretagne, il y a 12 écoles maternelles en breton. Aucune n'a plus de 15 élèves. La première a été créée en mai 1977. École en breton seulement et non breton-français, expliquent les responsables. Il faut donner une chance supplémentaire aux bretons, le français étant pratiqué en famille. Ici, à Cléder, la municipalité a fourni un local au bord de la mer. Que souhaiter de mieux pour les leçons de choses? Bretonnant ou non bretonnant, tous les enfants sont acceptés gratuitement dans les écoles d'Iwan. Elles forment une association sans but lucratif qui vit de subventions, chartes culturelles, municipalités ou particuliers. Voilà, Dirman, l'exemple breton avec les écoles breton, cioè Bigelovusi così in Corsica, dopo esempio che noi siamo venuti a dire, il faudrait que voilà, c'est pas le bilinguisme qui est déjà et qui arrive déjà tard dans notre formation à nous, c'est un monolinguisme au départ, puisque la maison ne peut plus le fournir. Les détracteurs, ou je sais pas comment il faut les appeler, les naïfs et les optimistes qui nous répètent depuis 35 ans, ma Ugo s'empara in Keruglio et in famiglia, ils n'ont pas encore vu que Ugo non s'empara più in famiglia e non s'empara più in Keruglio, qui on ne più. Donc il faudrait que non seulement l'école primaire, mais même l'école maternelle, puis même les crèches soient en Corse. C'est le seul moyen de rétablir un petit minimum de compensation, puisque moi c'est ce que j'ai compris. J'ai 4 enfants, donc mes 2 aînés, le français était leur langue maternelle, nous étions à Clermont, mais quand j'ai eu les 2 autres petits, c'était donc 76 et 77, en plein Riaquisto, et voilà, et j'avais fait mon cheminement, et ils ont été élevés uniquement en langue corse, ce qui a surpris évidemment beaucoup de gens, et ce qui a été de notre part, leur père et moi, un effort, parce que moi c'était pas ma langue maternelle, un effort colossal, parce que parler corse à un enfant, à un bébé, c'est pas évident, mais je ne le regrette pas parce que je crois que c'est peut-être de toute ma vie militante, en dehors de Canton Austral et de ce que j'ai pu écrire ou réfléchir ou traduire, c'est d'avoir transmis le corse en langue maternelle à mes 2 petits, et à leur tour ma fille a 2 petits garçons à qui
qui vivent à Paris, dans le Paris, à qui elle ne parle que le corse, et donc Alors sur le plan personnel, c'est une réussite. Là, voilà. Vous c'est un petit cocorico. Et le bilan de ces années d'enseignement, puisque vous avez enseigné à l'université de Corté, ici au lycée à Bastia. Le bilan des années d'enseignement, voilà, comme toute chose en ce bas monde, il est double. Il faut se réjouir des avancées qui ont été faites, quand même, bien sûr, il faut le dire. Si on compare la situation du Corse ou de l'enseignement du Corse, qui n'existait pas ou qui a balbutié il y a 30 ans, moi par exemple, il est certain qu'à 18 ans, j'étais incapable de commenter un texte en langue corse au bac, et pour cause. Donc là, c'est formidable de voir ça. Mais il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Les 10 ou 15% d'élèves qui sont capables de faire une explication littéraire en langue corse, cela ne suffit pas pour dire que le corse est sauvé, parce que j'étais au lycée du Fang jusqu'à il y a 2 ans, sur 1200-300 élèves, nous en avions, avec mes collègues, nous avions 150 élèves qui suivaient les cours de corse. Donc ce n'est pas suffisant, et là il faut tirer une sonnette d'alarme et dire que voilà, il faut que ce soit beaucoup plus suivi et beaucoup plus systématique que ça. Il faut que ce soit obligatoire. Il faut que ce soit obligatoire et commencer très très tôt à la crèche. Et moderne, on ne sait pas là quel course, sinon c'est fichu. Allez, sujet suivant. Bien sûr, il y a eu quelques hommes qui m'ont soutenu, dont j'étais sûre d'ailleurs du soutien, c'est-à-dire Sartre, Merleau-Ponty, Francis Janson, quelques autres amis, qui étaient tout à fait d'accord avec le livre. Mais j'ai eu quand même de grosses surprises, parce que quelqu'un comme Camus, par exemple, que je ne pensais pas du tout machiste, en fait, peut-être du fait qu'il est méditerranéen ou je ne sais quoi, a été furieux, et a dit que j'avais ridiculisé le mal français. Et puis, il y a un professeur que je connaissais, un professeur de Sorbonne, qui était un beau-frère de Merleau-Ponty, et qui a pris le livre et qui, au bout d'une lecture assez brève, l'a jeté de la bouteille de la salle dans la fureur. Et il y a eu des articles extrêmement désagréables, en disant que j'étais humiliée d'être une femme, et qu'alors je voulais, à cause de ça, ridiculiser les hommes. Et les gens me regardaient souvent dans les restaurants, parce que le livre avait quand même eu un certain succès, on avait parlé de moi, en ricanant et en se poussant plus ou moins du coude. Vous avez une sacrée réputation, quoi. Un peu en particulier, j'avais publié dans l'État moderne certains chapitres du XIe siècle sur la vie sexuelle de la femme. Mais pour l'époque, c'était très très hardi. Ce n'est pas comparable avec ce que les femmes peuvent écrire aujourd'hui. Voilà, Dirman, un autre de vos combats. Le combat, c'est un grand honneur que vous me faites de me faire réagir sur Simone de Beauvoir, merci. Eh bien oui, le féminisme est un grand combat, et le féminisme corse, malgré là aussi quelques petits timides balbutiements, 2 fois, à 2 reprises, une première fois par les jeunes femmes corses de Paris qui avaient créé Egalceros dans les années 70-75, donc des femmes du MLF, etc. Et puis la tentative a fait long feu parce que c'était prématuré. Le mal corse s'est senti ridiculisé, voilà. Et puis le second essai, ça a été dans les années 80-81, après Bastille-Gafèche, et voilà, lorsque nous avons réagi à l'emprisonnement de 2 femmes. Et là, il y a eu une réflexion d'amorcer quelques petites publications. Mais c'était trop compliqué parce que c'était la quadrature du cercle, parce que dans ce féminisme corse de Donego, il y avait à la fois des nationalistes pas trop féministes, des féministes pas trop nationalistes, des continentales pas au fait de la réalité corse, et ça, la mayonnaise
gaz n'a pas pris et au bout de quelques temps, le groupe s'est dissous aussi bien à Ajaccio qu'à Bastia, presque simultanément. Mais est-ce que nationalisme et féminisme, ça peut être compatible à un moment donné? Peut-être qu'il y a des contradictions. Oui, d'abord, là, on ne va pas faire une émission politique, c'est le mot nationalisme qui est quand même gênant, parce qu'avec évidemment les résonances qu'il a, il faudrait qu'un jour ou l'autre, quelques créateurs extraordinaires trouvent autre chose que le nationalisme. Bon, disons, l'idée nationale, il y a peut-être des contradictions parce que peut-être que dans le nationalisme, il y a... Non, je ne crois pas qu'il y ait de contradiction. Ce n'est pas parce qu'on défend des valeurs traditionnelles que l'on doit en garder absolument aussi ce qui est l'oppression. Et donc, non, on peut défendre sa terre, sa langue, son identité, et puis être progressiste et être voilà, communiste, socialiste, voilà, féministe. Non, non, je ne crois pas que ce soit des combats incompatibles. J'ai hésité parce que c'est vrai que au début j'ai dit toutes ces composantes, c'est vrai que nous avons eu du mal, que les femmes, voilà, que un nationalisme étroit peut dire ma idem, puis on ne mica cambiare ce che lei non è mamoni. Non, là c'est du passéisme, non, pur. Non, il faut aménager, garder la tradition, l'aménager, se moderniser, progresser et défendre la femme qui est opprimée partout sur toute la planète. C'est sûr, mais c'est pas la priorité hein, en ce moment. On a l'impression qu'on est sur d'autres... Si, les combats doivent se mener. Oui, pour nous, oui, mais pas pour, je veux dire, pour les mouvements. Pour les mouvements, non. Mais d'ailleurs, malheureusement, ce n'est même pas la priorité pour les femmes. Donc c'est ça, le plus grand ennemi, les plus grandes misogynes encore, ce sont les femmes elles-mêmes. Donc ça, voilà, c'est toute l'aliénation qui est à... Voilà. Il y a du travail. Il y a du travail. Allez, séquence suivante. Racconta di un paese dove qui si racconta di un paese che non troppo chiaro, troppo sincero. Qui c'è da rifare tutto, c'è da ricostruire. Il faut aller à une phonothèque avec une oreille rapace. Un peu une oreille de voleur, si vous voulez. C'est-à-dire écouter, s'émouvoir, parce que c'est de la musique extrêmement émouvante, celle qu'on entend, c'est l'histoire, c'est nos aïeuls qui nous parlent, et savoir la transporter dans les temps modernes sans la trahir. Alors voilà. Giovanna Marini. Vous êtes notre Giovanna Marini, même si vous ne chantez pas. Et je ne chante pas. Donc, non, Giovanna Marini, alors ce serait plutôt Nicole Casalong, alors, qui chante, ou alors toutes les chanteuses corses, mais bon, il y a quand même là une réflexion sur le patrimoine, et Giovanna Marini, alors je dois réagir à quoi? Non, vous allez nous parler de votre... On connaît le travail de Giovanna Marini, vous le connaissez aussi, mais vous, cette passion et cet intérêt pour le chant populaire que vous avez étudié, ça a donné Canto Nostrale dans les années 80, qui est devenu une bible, hein, tous les gens qui... Que nous allons rééditer. Voilà, alors donnez-nous des nouvelles de ce travail, de ce que vous avez appris en travaillant, tout ça. Alors, ce travail d'abord parti d'une réflexion pédagogique. Donc c'est l'enseignante enfin l'enseignante militante, mais c'était les premiers cours de Corse en 72-73, quand je suis rentrée en Corse, je suis rentrée en 73, donc les cours de Scolago, ça, les cours de Corse sauvages et moins sauvages, mais quand même, à 6 heures de l'après-midi, après la classe, donc sans matériel, sans rien, sans grammaire, sans texte, sans absolument rien. Il fallait à la fois joindre l'utile à l'agréable, que les élèves puissent tenir le coup à cette heure tardive, et en même temps je dis qu'elles parce que j'étais à l'époque, j'enseignais à Jeanne d'Arc, et donc nous travaillions, nous étions évidemment des équipes d'enseignants, j'étais avec Jean Chiorbo à Jeanne d'Arc à l'époque, et nous travaillions sur les textes sur les disques. Comme nous n'avions rien à notre disposition, nous écoutions les disques, les chansons enregistrées à l'époque,
surtout Antoine Chios et les frères Vincenti, parce que c'était pas encore le Reacquisto, Kant n'était pas encore né, et nous transcrivions à l'écoute. Donc je suis partie de ça. Je dis il faut un petit recueil de chants pour les professeurs et les enseignants. Et puis chemin faisant, le projet a pris corps et au lieu d'une cinquantaine de textes rapidement répertoriés, c'est devenu Canto Lustral, parce que j'ai rencontré François Flore, voilà, qui avait un fond sonore et donc un gros travail avec l'aide, parce que je ne suis pas ni je chante ni j'écris la musique, beaucoup de tard. Donc Félix Quiligi, Robert Giraud, l'ami surtout, et puis quelques autres chants, Tony Casalonga, Guy Dongrad, Isabelle Casanova, ont transcrit la musique et ça donnait Canto Lustral. C'était quoi le propos? Mais la suite de et puis la suite, donc le Canto Lustral est épuisé et comme dans la vie, il faut se renouveler. Au lieu de le rééditer tel quel, je suis partie à la recherche de nouveaux collaborateurs pour amplifier ce travail parce qu'entre-temps, Kant était passé par là, merci Nadale Lugiani et Gianpaolo Boletti, le fonds de Félix Quiligi qui était détenu à Paris en centre de rétention, donc le fonds de Quiligi est rentré et les Corses y ont eu accès parce qu'il était jusque là au CNRS, à l'ORTF, aux ATP, donc grâce à l'action de Kant, ce fonds est rentré en Corse. Et du coup, nous avons découvert des choses que nous ne connaissions pas, les enregistrements de l'époque qui commençaient à dater de 1948, les premiers. Et je suis repartie sur un Canto Lustral développé. Et j'ai rencontré Miguel et Raphaël et nous sommes repartis ensemble et est née l'Antologia di Canto Lustral, c'est-à-dire voilà la même chose que la même démarche que la première fois, mais plus complète, traduite, parce que l'éditeur avait dit non, il faut traduire. J'étais réticente, parce que bon, c'est un débat aussi que l'on peut avoir, faut-il traduire ou non les textes en corse. Donc le Canto Lustral est nouveau, l'anthologie, 3 volumes seulement sont sortis, parce que c'est très lent. Maintenant, 2 autres sont prêts, donc 5 volumes les 5 volumes ou les 2 nouveaux volumes devraient sortir de façon assez imminent. Et 10 sont prévus. Et les 10 sont prévus, 9 ou 10 sont prévus. Donc là, il faudrait que l'Assemblée se bouge. Il faudrait que l'Assemblée se bouge parce que, voilà, c'est très long, les crédits à développer, à dégager, etc. Voilà, ça va pas assez vite. Voilà. Allez, dernière séquence. Logo fortificato da poi 1480 a Gida della Iuastia ha tenuto una piazza importante nella storia dell'isola. L'avevano costruita i genovesi per proteggere comunicazioni tra i 2 paesi e una prima torre è stata edificata nel 1383. Sta bastida in italiano ha dato suo nome a Bastiglia. L'idea di fare una città fortificata è nata e nel 1453 il governatore si è installato qui. Fino a 16 anni passati, Bastiglia era questa piccola città costruita in una scogliera dentro le fortificazioni. Voilà, Dirman, on a commencé avec Serman, on finit avec la citadelle, il nous reste 2 minutes. Je sais que vous travaillez beaucoup sur ce quartier, le côté. Alors d'abord, félicitations. La linguiste que je suis, vous lui permettrez de féliciter Evelyne Piedre, parce qu'elle a dit Bastide, et non, Bastiglia, comme dit tout le monde, ce n'est pas une Bastille, c'est une Bastide, enfin, ou une Bastite en latin et italien. Bon, c'est certes les mêmes étymologies, mais c'est pas la même chose. Une Bastide, c'est une cité fortifiée. Voilà, nous avons fait avec toute une équipe fédérée autour de Bati Rafale,
qui était l'initiateur du projet, un énorme travail sur Bastia, l'Almanach Bastiac, et maintenant, nous voudrions, enfin, je voudrais, enfin, à 2 ou 3, avec Paul Dalmas-Alphonse notamment, nous voudrions, avec l'association La Citadelle, refaire un travail plus complet sur la citadelle de Bastia, pas sur l'histoire des fortifications, ça je laisse aux historiens, et l'histoire de sa construction et de son aspect militaire, mais l'aspect humain de la citadelle, donc qui a commencé à être habité en 1500. Le père André Marie avait fait des recherches, les premières attributions de sites, et comment au cours des siècles, elle a, enfin si vous voulez, grandeur et décadence de la citadelle, comment c'était la ville fortifiée et le pouvoir génois et la ville aristocratique génoise et corse, et puis peu à peu au fil des siècles, de la paupérisation et de l'extension de la ville, comment les grandes familles sont parties de la citadelle pour d'autres endroits plus confortables, et ce qu'est devenu cette citadelle en 400 ans, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Grandeur et décadence, et peut-être regrandeur bientôt. Peut-être à nouveau gloire dans quelques temps. Et beauté. Gloire et beauté, nous le souhaitons. Et ça donnera lieu à un livre, certainement un ouvrage. Hein. Voilà, on essaiera de faire un ouvrage sur cette évolution. Merci beaucoup, Dirman, c'est passé très vite. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Alter Ego.